Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du X-T3 et on va le mettre face au Sony A7 III. Pourquoi? Je sais qu'il y en a déjà qui sont en train de bondir. Rasseyez-vous tout simplement parce que c'est une des requêtes les plus demandées sur Google et parce que c'est une des questions qu'on me pose le plus par mail. J'ai promis cette vidéo à des dizaines de gens. Alors pourquoi se comparer au Sony A7 III? Tout simplement parce que c'est un appareil photo qui clairement va marquer son époque et c'est un appareil photo qui a mis la barre très haute à une gamme de prix qui est plutôt abordable même pour des amateurs. Alors ne sautez pas tout de suite, je sais très bien qu'il vaut aujourd'hui dans les 2300 €, mais aujourd'hui quand on regarde le marché de la photo, 2300 € pour ceux qui l'offrent, c'est des performances qui potentiellement peuvent s'offrir aussi à un grand public. Alors, la question qui se pose en fait, c'est évidemment, le Sony A7 III va forcément être meilleur en qualité d'image. Il a un capteur qui est 2,2 fois plus grand que le capteur du X-T3. Mais le problème, c'est que souvent on dit oui, mais il est meilleur, mais à quel point? Tout ça, c'est très subjectif et quand vous lisez le test de l'un et que vous lisez le test de l'autre, vous pouvez tout imaginer en fait. Vous pouvez imaginer que le Sony aurait toujours fait mieux ou vous pouvez imaginer que le X-T3 aurait forcément fait moins bien. Alors que la vérité, des fois, elle est un peu plus subtile que ça. Donc l'idée de cette première vidéo, ça va être de regarder la qualité d'image de ces deux appareils et d'essayer de mettre des photos sur ces concepts-là. On va essayer de regarder la dynamique, le piqué, la montée en ISO. Et comme ça va vous permettre de voir à quel point la différence est sensible ou non en fonction des situations. Et surtout d'avoir une bonne idée de qu'est-ce qui distingue ces deux appareils photo-là pour vous faire un choix à la maison. Comptez pas sur moi ici pour prendre spécialement parti pour l'un ou pour l'autre. Je vais sincèrement essayer de vraiment rester neutre. Je ne suis pas payé par Fuji ou par Sony ou par qui que ce soit. Donc moi, je n'ai pas forcément d'intérêt à privilégier plutôt l'un ou plutôt l'autre. Il n'y a rien qui... Je parle depuis le mois de juin de faire un site qui s'appellerait lesguidessony.com. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer à insulter Sony. Vraiment, j'ai absolument rien contre Sony. J'ai eu quasiment tous les appareils Sony depuis le A7 II. Donc, vraiment, j'ai absolument rien contre Sony. Donc, que les choses soient vraiment claires. Pour le reste, sachez que quand on fait une comparaison comme ça, il y a vraiment plein de choix possibles. Lorsque j'avais fait la comparaison du XH1 vs le A7 III, déjà à l'époque, j'avais fait comparaison en JPG sortie de boîtier. Ici, j'ai décidé de faire les choses un peu différemment et j'ai décidé de comparer des RAW et de comparer des RAW des fois qui sont un peu développés de façon à ce qu'on puisse comparer des choses qui sont pareilles. En effet, une des choses que j'ai voulu faire ici, c'est de faire un test grandeur nature dans la vraie vie. Donc clairement, j'ai vécu avec ces deux boîtiers à la main depuis 5 jours. Et donc du coup, j'ai essayé de faire les mêmes photos avec l'un et avec l'autre. Et je ne me suis pas mis en mode manuel. C'est-à-dire que je n'ai pas essayé de reproduire l'exposition de l'un puis l'exposition de l'autre. Je considérais que ce n'était pas intéressant. Tout simplement, le Sony a un ISO qui démarre à 100 pour avoir la meilleure qualité. Le Fuji a un ISO qui démarre à 160 pour avoir la meilleure qualité. Ça demande des conversions super... Enfin, du moins qui m'ont semblé pas intéressantes à faire. J'ai pas voulu brider le Sony et mettre tout à 160 parce que vous m'auriez dit mais ouais mais là t'es mon gars, tu es en train de diminuer la qualité du Sony. Donc j'ai pas voulu non plus faire des conversions de f-stop en permanence. Donc je me suis mis en mode A ou en mode S et j'ai fait des photos dans la vraie vie. Ça m'a permis en plus d'évaluer comment les deux appareils photo géraient leur exposition et j'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a permis aussi de tout simplement de prendre plaisir à faire des photos parce que là, si je devais reproduire toujours les mêmes conditions pour l'un ou pour l'autre, c'était un peu embêtant. Donc, j'essaye d'avoir toujours la même focale, j'essaye d'avoir toujours le même cadrage. Au niveau de l'ouverture, des fois, je suis à ouverture constante, des fois, je suis en ouverture équivalente. Donc, pour varier un peu les plaisirs et pour répondre un peu aux deux attentes. Et ensuite, écoutez, j'ai fait les photos, on va aller voir les photos, mais sachez qu'il y a forcément un biais. Quand on fait ce genre de comparatif-là, je vous engage, si vous avez l'occasion un jour de le faire, à essayer de le faire à la maison, c'est extrêmement compliqué, d'autant plus quand on le fait dans un environnement qui n'est pas contrôlé, quand on le fait comme je l'ai fait là pendant 5 jours dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, les choses ne sont pas toujours aussi faciles que lorsqu'on maîtrise aussi bien la lumière à droite et à gauche. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, moi je vous livre quelque part mon travail et c'est à vous de dire si ça vous aide ou si ça vous aide pas. Sachez que je tourne cette vidéo en 4K exceptionnellement de façon à ce que là maintenant on va aller sur l'ordinateur, vous puissiez avoir la meilleure image possible et que vous puissiez mieux voir les différences possibles sur l'ordinateur. Donc on va aller sur l'ordinateur. Dans cette première vidéo, on se concentre sur la qualité d'image. Je ferai une deuxième vidéo qui arrivera en suivant dans la chaîne où on parlera un peu plus de
tous les autres paramètres que la qualité d'image qui sont partie prenante aussi quand on achète un boîtier, et on fera la conclusion dans cette deuxième vidéo. Voilà, allez, on va sur l'ordinateur, on se retrouve après. Petit point sur le matériel utilisé, je confronte donc le XT3 auquel j'ai mis le XF1655 2.8 qui est le 2470-2.8 gamme Pro donc de chez Fuji au A7 III avec le Tamron 2875 2.8. C'est un objectif dont on a énormément parlé, le Tamron 2875, parce que c'est un 2470 quasiment full frame qui est vendu pour 900 € seulement. Il est très léger, il est plus petit que les autres. Donc quand on regarde les tests à droite à gauche, partout où j'ai regardé, ils disent que le piqué est sublime sur ce Tamron, que l'autofocus fonctionne bien après la mise à jour. Donc la comparaison me paraît plutôt pas mal, puisqu'on est sur à peu près les mêmes types de prix à droite et à gauche. A noter que donc quand on fait l'assemblage de tous ces prix-là, la différence, on arrive à 723 € de différence. Donc le Sony plus cher de 723 €, notamment parce que le boîtier nu est beaucoup plus cher. Allez, sur l'ordinateur, on est dans Lightroom. Lightroom est connu pour pas lire toujours de manière optimale les RAW Fujifilm. Alors, ça introduit un biais, puisqu'ici, on va comparer des RAW Fuji bien lus avec des RAW Sony, des RAW Fuji pas toujours très bien lus. C'est pourquoi, bon, j'aurais pu le faire dans Capture One Pro, mais je ne l'ai pas, on n'aurait pas eu besoin de ça. Mais ici, je vais utiliser donc le plugin Iridiant X Transformers quand je viens comparer le piqué, comme ça, avec le plugin Iridiant qui s'occupe de la d'érotisation des fichiers Fuji, je vais avoir quelque chose qui est comparable et qui ne va pas handicaper Fuji. Voilà, donc ça introduit un biais supplémentaire, donc je suis transparent avec vous. Donc comme je vous ai dit, je suis en mode A ou en mode S, donc je laisse la mesure de l'exposition décider. Et je vais me rendre compte que par moment, le Sony expose un peu plus que le Fuji, qui a forcément une différence d'exposition qui est due à la photométrie différente de ces boîtiers-là. Et donc, parfois, je me suis permis de réajuster l'exposition. Par exemple, ici sur l'assiette, on va s'apercevoir que sur la photo Fuji, vous voyez, j'ai mis un plus 0,3 d'exposition, donc je compare à exposition égale. Du moins, j'ai essayé. Je prétends pas être passé sur toutes les photos, mais l'idée c'est que quand je vous montre deux photos, si possible, on a exactement la même exposition et qu'on compare des choses comparables. Alors ici, vous êtes dans la version courte, donc puisque je viens déjà de tourner cette vidéo et elle faisait plus d'1 heure. Alors j'ai décidé que c'était beaucoup trop long. Et donc du coup, on va faire ici les choses de manière beaucoup plus courte en allant droit au but pour que ça reste quand même visionnable et que vous ayez à peu près le même contenu. La première des choses que je souhaite vous dire, donc du coup, c'est qu'on va s'apercevoir que la colorimétrie, de toute façon, de ces deux boîtiers n'est pas la même. Et que ça va dépendre un peu des scènes. On va avoir des scènes, par exemple des scènes de nature, où la différence de colorimétrie ne va pas forcément sauter aux yeux. Clairement, on a des scènes où on ne voit pas beaucoup de différence. Vous voyez ici les photos que je vous montre, on ne voit pas de grosses différences de colorimétrie, mais on a des scènes qui la plupart du temps, quand ça comporte un humain, on va s'apercevoir que clairement on n'a pas du tout les mêmes couleurs et on a toujours l'impression avec le Sony d'être à la golden hour toute la journée. Donc ici par exemple une photo qui est prise alors même qu'on n'est pas à la golden hour, mon fils venait de courir, la teinte un peu rouge qu'on a sur le Fuji à gauche, elle est réelle. Et alors qu'il est complètement jaune sur ici ma teinte droite. Donc clairement à ce niveau-là, ça ne fait pas du tout les mêmes photos et la colorimétrie va faire partie de manière intégrante dans votre choix de boîtier. Alors la colorimétrie, ça se règle toujours au post-traitement, mais ici c'est le Sony à droite, donc il n'est pas comme ça le Sony à droite, rassurez-vous. Ici c'est parce que j'avais essayé de retrouver des teintes un peu plus normales. Hop, voilà, là je le remets tel qu'il était proposé par Lightroom, mais il a la jaunisse Nathan, il a un peu la jaunisse entre les deux photos quoi. Et ça c'est quelque chose qui m'a un peu dérangé, je vous montre ici sur des tons de vert, pris en plein milieu de la journée, regardez. On est dans de la lumière dure, etc. On est vraiment en plein milieu de la journée et on se rend compte que d'un côté, le vert, il est complètement fluo et de l'autre côté, on a un vert un peu normal, quoi. Un peu classique. Et ça, bon, c'est une des premières différences entre ces deux boîtiers, c'est la colorimétrie. En termes de piqué, ici, quand on ne peut pas juger le piqué à travers ces deux objectifs, qu'on soit d'accord. Il faut bien mettre un objectif pour pouvoir comparer les deux appareils photo. Mais ici, on va s'apercevoir que le XF1655 2.8 de chez Fuji me semble plus qualitatif
que le Tamron 2875 2.8 pour Sony. Alors pourtant, tous les tests en disent vraiment, vraiment du bien. Enfin, tout ça pour dire que probablement que pour vraiment dépasser Fuji en étant chez Sony, il doit falloir des optiques de très haut de gamme et plutôt dans la gamme G Master, donc des optiques qui sont généralement plus chères et qui sont généralement plus encombrantes, mais très qualitatives et pour lesquelles je suis certain le piqué est probablement meilleur que chez Fuji. Pour autant, on va le voir ici, moi j'ai tendance à dire qu'à un moment donné, quand on atteint un certain niveau de piqué, bah, ça sert à rien d'en avoir plus, quoi. Ça sert à rien de laver plus blanc que blanc. Et on va s'apercevoir globalement qu'en termes de piqué, le Fuji est parfaitement capable de suivre le Sony. Et ici, même avec le Tamron, le Fuji, je trouve, a tendance à faire mieux que le Sony. Ici, par exemple, je trouve les cheveux plus détaillés, je trouve les sourcils plus détaillés, bref. De manière générale, je trouve qu'en termes de piqué, ici, encore une fois, j'ai fait une vidéo d'1 heure juste avant, hein, donc je vais aller un peu plus vite. Mais en termes de piqué, le Fuji n'a aucun mal à suivre le Sony. Donc, on va regarder quelques photos quand même. Mais pour moi, c'est pas un vrai sujet. Hop. Ici, sur cette photo-là, on va s'apercevoir à quel point les feuilles ont des détails sur le Fuji. Hein. Et ici, sur cette photo, certes, le bokeh est mieux sur le Sony puisqu'il est plus crémeux, mais par contre, on voit que la profondeur de champ est vraiment petite et que finalement, presque, ça nuit à notre photo. Quasiment, je préfère la profondeur de champ ici du Fuji qui donne plus de détails sur toutes les feuilles, où toutes les feuilles sont bien nettes, plutôt que celle du Sony où on a toujours la moitié des feuilles qui sont quasiment dans la zone de bokeh déjà. Franchement, c'est vraiment, vraiment d'un haut niveau des deux côtés. C'est pour ça qu'à un moment donné, je me dis, bon, à quoi ça sert une fois qu'on a un excellent piqué, à quoi ça sert de vouloir mieux? Ici, on peut comparer le visage à ISO 100. ISO 100 ici. Il est où mon ISO 100? Il est ici. Donc ici, je suis zoomé à 100%. Et clairement, hein, le piqué sur le Fuji est topissime, là où il est un tout petit peu mou sur le Tamron. Mais ça, je pense que c'est vraiment un biais qui est introduit par l'objectif. Le Sony est parfaitement capable de suivre le Fuji, mais je pense qu'il doit falloir des optiques un peu plus chères. Pour le reste, on a vu la colorimétrie, on a vu un tout petit peu le piqué. Hein. Franchement, j'avais fait longtemps sur le piqué tout à l'heure dans la version longue. Je ne sais pas si c'est vraiment utile ici de réexaminer le piqué. Hop, ici on peut savoir que le piqué au niveau ici de la cabane en bois sur le Fuji me semble, on voit mieux les nervures dans le bois, on voit mieux les craquures de la peinture. Tout me semble plus qualitatif. Bon. Sur le Fuji. Alors ici, hop, je vais remettre normal. Hop, on va comparer le piqué ici sur une photo prise à ouverture 2.8. Encore une fois, le piqué du Fuji est topissime. Hein. Vraiment aucune difficulté à suivre le piqué du Sony. Toujours ces tons un peu jaunes sur le Sony, alors même qu'on n'est pas du tout en Golden Hour ou quoi que ce soit. Donc ici, l'exposition est globalement la même. On se rend compte encore une fois que sur le Sony a tendance à moins protéger les hautes lumières. Donc certes, le Fuji souvent a tendance à sous-exposer un peu, mais en fait, on se rend compte que le fait de sous-exposer, il permet vraiment de conserver de manière automatique une bonne dynamique, là où le Sony joue un tout petit peu plus avec les limites, et du coup, il faut être plus vigilant, je trouve, quand on shoot avec le Sony que quand on shoot avec le Fuji, même si évidemment, la dynamique du Sony est meilleure que la dynamique du Fuji. Donc ici, on regarde la zone de cramé sur le Sony, elle est toute petite, la zone de cramé sur le Fuji, elle est plus grande. Si sur ces deux photos-là, je fais une exposition de -5 pour essayer de récupérer ces hautes lumières-là, et que je compare, je m'aperçois finalement que je retrouve des tons bleus sur le Fuji que je ne retrouve pas chez le Sony, je ne sais pas pourquoi. Et quand je regarde ici, je vais regarder à 200% les détails dans le crâne pour voir ce que je retrouve. La zone de cramé du Sony est certes moins étendue que la zone de cramé du Fuji. Pour autant, ici on est zoomé à 200%. On a une différence peut-être d'un tiers, mais de manière générale, et on va le regarder au niveau de la dynamique, j'ai pas trouvé que le gain était si énorme que ça. Alors certes, vous voyez ici, cette zone-là qui était cramée sur le Fuji, elle est un tout petit peu moins cramée ici.
Mais enfin, ça vient pas changer concrètement et véritablement ma photo, je trouve. Alors, c'est toujours mieux si vous êtes un professionnel, c'est clairement le top, c'est clairement ce qu'on va rechercher. Mais enfin, la plupart du temps, quand on est confronté à des zones de cramé, comme des reflets par exemple ici, on va s'apercevoir que de toute façon, le petit gain en dynamique qu'on va avoir l'un par rapport à l'autre, vous voyez ici, les zones de cramé sont quasiment identiques. Le petit gain de dynamique qu'on va avoir l'un par rapport à l'autre, il ne va pas être suffisant pour éviter par exemple de faire un bracketing. Donc si j'avais voulu faire une jolie photo ici, par exemple, j'aurais probablement fait un bracketing parce qu'on se rend compte que lorsqu'on compare ces deux photos-là, on a les mêmes zones de cramé. Et la dynamique du Sony n'a pas permis spécialement de sauver cette photo-là ou de faire une différence significative entre les deux. Donc pour moi, on est dans l'ordre du détail finalement. Et ça ne vient pas changer tant de choses que ça. Donc en tout cas, c'est les constatations que j'en ai faites. Ici, encore une fois, j'ai voulu jouer avec la dynamique, les hautes lumières, tout ça, au niveau des cheveux. Et si j'essaye de récupérer ça et de regarder qu'est-ce que contient mon fichier RAW, je m'aperçois que bon, ben voilà, c'est cramé, hein. Et l'un n'est pas spécialement meilleur que l'autre et les zones de cramé sont identiques sur les deux photos. Un des défauts attribués au Fuji, c'est souvent de ne pas restituer correctement les feuillages. Donc ça aussi, j'ai voulu regarder un tout petit peu, vous montrer que si vous hésitez par rapport à ça, il n'y a pas non plus feu. Il n'y a pas non plus le feu au lac chez Fuji. Bon, ici, on est sur des feuillages en zoomé, donc c'est clair que... Mais bon, il vaut mieux le dire. Hop, le Fuji n'a aucun mal à le faire non plus. Et hop, et on va regarder sur des zones. Ici, on va s'apercevoir que sur un feuillage comme ça, très touffu, le Sony est un tout petit peu plus précis que le Fuji. Donc ça, c'est réel. On voit la différence ici. Donc ça a toujours été un défaut du Fuji, mais enfin ici, maintenant, vous allez pouvoir mettre des images sur le défaut. On ne parle pas de ne pas être capable du tout de le faire. On parle de quelque chose qui est effectivement un peu moins précis sur le Fuji que ça ne l'est sur le Sony. Autre photo au niveau des feuillages que je voulais vous montrer. Cette photo-là, qui est la photo typique, qui soi-disant est impossible à faire avec un Fuji, j'ai été étonné de voir que les résultats sont quand même plutôt bons. Ici, je vais zoomer à 200% pour vous montrer mieux les différences. On va s'apercevoir de toute façon que ici, je pense que c'est l'objectif qui joue son rôle. L'objectif est beaucoup mieux sur le Fuji que ne l'est sur le Sony. On voit les coins du Sony ici qui sont tout flous. Là où ça reste quand même suffisamment précis sur le Fuji. Et ça, je pense que c'est plutôt à attribuer aux qualités de l'optique. Ici, on voit, il vaut beaucoup mieux avoir l'image du Fuji que l'image du Sony. Vous voyez, il n'y a vraiment pas à avoir peur de ce que peut faire le Fuji a priori. Hop, des détails dans la montagne pour les deux photos. Bref, pour moi, il n'y a pas trop de problème. Hop. Donc ça, c'était pour vous parler des feuillages. On va maintenant parler un peu de la montée en ISO. Alors, la montée en ISO, je vais traiter deux cas différents. De nuit, clairement, le full frame de nuit, il n'y a pas photo. Et le full frame de nuit, il fait rentrer plus de lumière et il arrive à avoir des meilleurs résultats. Alors ici, à ISO 1600, sur une photo développée, je m'aperçois que, oui, effectivement, quand je zoome ici à 100%, à 1600, entre les deux photos, on voit une vraie différence. Pour autant, même zoomée à 100%, elle ne saute pas aux yeux tant que ça. Et si on l'affichait en plein écran sur un écran 4K, je ne suis pas certain qu'on verrait de différence vraiment entre les deux photos. Pour autant, si vous aimez les tests extrêmes, hop, ici c'est une photo qui est absolument noire. Elle est toute noire cette photo, je vous la montre. Voilà. Et ici, si on essaye de récupérer des détails dans les ombres, sur le Fuji et sur le Sony, hop. Allez mon coco, voilà. Et là, on va s'apercevoir que y a un monde entre les deux. Que le Sony fait des choses absolument incroyables. Là où le Fuji est absolument incapable avec son petit capteur APS-C de faire ce genre de choses. Donc clairement, si vous êtes dans les tests extrêmes comme ça, que vous vous plantez complètement d'exposition sur le Fuji et sur le Sony, on a beaucoup plus de latitude de travail sur le Sony que ce que propose le Fuji, qui lui demande à être un peu plus juste en fait, et on a moins de capacité à se tromper finalement. Pour le reste, on va regarder un peu les montées en ISO.
Au niveau des montées en ISO, globalement, on va se rendre compte que moi, je vois pas bien la différence jusqu'à ISO 1600. Alors après, ça va vraiment dépendre de... C'est très subjectif, hein. Est-ce que pour vous, la différence, elle est importante ou pas? Ben, je sais pas. Et même en vous montrant les photos, probablement que ça va pas vous avancer beaucoup plus. Ici, je vous montre à 1600. Hop. Fuji contre Sony. Alors certes, on a l'impression que le piqué est meilleur chez Sony à gauche. Mais enfin, pour moi, ça ne vient pas changer concrètement la photo. On a des détails dans les chevrons des deux côtés. Vous voyez, ça marche plutôt bien. Et au niveau des couleurs, elles restent saturées des deux côtés. Ici, si je zoome à 2 fois, on va s'apercevoir effectivement qu'en étant zoomé à 200%, le Sony est meilleur. Enfin, je suis obligé de zoomer à 200% pour réellement voir véritablement une différence. Ce qui me semble un peu... voilà. À ISO 3200, le Sony va commencer à prendre l'avantage de manière un peu plus marquée. Ici, je suis zoomé à 200%. Je vais me remettre à 100%. Et là, effectivement, on voit une différence un tout petit peu plus marquée. Mais enfin, encore une fois, ça me choque pas plus que ça, quoi. La différence, elle va vraiment commencer à être marquée à ISO 6400. Il est où mon 6400? Il est là. À ISO 6400, effectivement, on a une image qui commence à perdre vraiment des détails et à perdre vraiment en piqué sur le Fuji et un tout petit peu moins sur le Sony. Mais enfin, encore une fois, hein, je trouve que la différence, elle n'est pas si énorme que ça sur ces photos-là. Et maintenant, 12800 contre 12800. Et là, 12800, bon, il n'y a pas tellement de match. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de bruit sur le Fuji que sur le Sony, ici à gauche, le Fuji. Bref, ça c'est, je vous mets la montée en ISO à disposition, c'est à vous de juger. Ici, on va regarder une photo à 12800 vs la même photo à 12800. On va s'apercevoir que clairement, le Fuji qui est à droite ici, regardez ici cette zone-là, il y a beaucoup plus de bruit. Ici sur le mur, là, c'est pareil. Regardez, il y a énormément de bruit sur le Fuji. Fuji est à droite, hein. Et au niveau du piqué, le Fuji a vraiment perdu beaucoup en détail, là où le Sony est resté plutôt pas si mal, je trouve. Clairement, je ne sais pas si j'utiliserai vraiment l'image du Fuji ou alors vraiment si j'y suis obligé, alors que l'image du Sony, elle paraît vraiment beaucoup plus potable. Si on redescend un tout petit peu et qu'on va à ISO 6400, hop, donc zoomé à 100%, j'étais zoomé à 200%, hein, donc c'est vraiment un gros zoom pour vous montrer les différences. Ici, sur 6400, je serais peut-être un tout petit peu moins catégorique. Je trouve pas qu'il y ait une différence si incroyable que ça. Ouais, je sais pas. Je trouve pas qu'il y ait une différence si incroyable que ça. 3200. Zoomer toujours à 200%. Alors certes, le Sony est toujours un peu meilleur, mais enfin, je suis pas vraiment certain. Ici, on est zoomé à 200% que ça changerait concrètement et considérablement les photos. Donc ici, à 1600. Bon, ici, elles n'ont pas la même exposition. Bref, c'est difficile à faire. Bref, donc ça, c'était au niveau de la montée en ISO. Je vous laisse vous faire vos conclusions à la maison. La dernière des choses que je voulais vous montrer, ça fait combien de temps que je filme? 17 minutes, ça va. Donc la dernière des choses que je voulais vous montrer, c'est l'autofocus. On va se rendre compte que ici, en fait, j'ai 3 séries de rafales autofocus. On va se rendre compte que le Fuji est absolument incroyable. Il n'y a pas une seule photo loupée. Donc c'est simple. J'ai 3 rafales, il n'y a pas une photo loupée sur 3 rafales. Le Sony avait un peu plus de mal à suivre. Alors, est-ce que c'est à mettre au compte du Sony ou est-ce que c'est à mettre au compte du Tamron qui, pour rappel, était mis à jour avec la dernière version? Je ne sais pas. Mais enfin, le fait est que sur le Sony, j'ai eu plus de loupés que sur le Fuji. Je ne vais pas vous montrer les 3 pour gagner du temps. On va regarder à la limite la rafale ici sur
Hop, cette scène-là, les photos de toute façon au niveau du piqué sont sur les dos sublimes. Donc ça, on est sur le Fuji, zoomé à quel pourcentage là? Hop, on va zoomer à 100%, voilà. Et on va s'apercevoir, je vais vous montrer toute la rafale pour vous prouver que c'est net, mais de toute façon sur toute la rafale, hein, aussi près qu'elle soit, et c'est le cas sur les 3 rafales ici que j'ai gardées pour le test, j'en ai fait 6 en tout. Il n'y a pas une seule photo nette, hein, une seule photo floue, pardon. Elles sont toutes nettes ces photos. Même quand elles se rapprochent et que ça commence à être très difficile parce que la profondeur de champ est très réduite, regardez le bokeh, il est très profond. Regardez, même celle-là, vous voyez, elle est absolument nette. Incroyable. Ça, c'est le XT3. Sur le A7 III, on va se rendre compte que c'est net, mais il va avoir tendance à perdre son sujet et par moment à décrocher un peu. Alors là, pour l'instant, tout est net. Voilà, là, il est en train de perdre le focus. Là, il l'a perdu là. Hop, là aussi, il a perdu. Là, c'est vraiment moyen. Là, c'est moyen. Là, il a regagné. On voit bien la différence de piqué. Hein, où là, c'est très mou. Et là, c'est très bon. Et là, il est en train de le reperdre. Là, il a perdu. Et là, il l'a repris là. Donc, il hésite plus au niveau du Sony A7 III. On va pas se le cacher, on est sur 2 appareils photo avec un autofocus incroyable. Tout ça pour dire que j'entends à longueur de journée que le XT3 ne suit pas et n'est pas au même niveau. Moi, écoutez, sur 5 jours que j'ai passé, basé sur les objectifs avec lesquels j'ai fait les tests, franchement, le XT3 avait pas du tout à rougir et même m'a semblé un peu meilleur. Allez, un dernier détail que je voulais vous montrer, donc c'est sur cette photo. Cette photo, je l'ai prise à f22 pour jouer un peu avec les limites de la diffraction. Alors clairement, quand on est à f22, c'est compliqué. Mais on se rend bien compte qu'ici, c'est très compliqué pour le Fuji qui a vraiment perdu beaucoup en piqué. Donc ici, je suis zoomé à 100%, je vais zoomer à 200% pour vraiment que ça soit évident à noter. Mais on voit bien que l'image est quasi floue à gauche sur le Fuji, alors qu'elle reste avec un piqué acceptable sur le Sony à droite. Donc là, la diffraction vient vraiment percuter beaucoup plus le Fuji que ce que ne le fait sur un APS-C. Alors encore une fois, on est dans les extrêmes, hein. On est à f22, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, mais ça vient appuyer un peu plus que le fait d'avoir un grand capteur va vous donner plus de latitude de travail. Alors ici, on voit que le soleil n'est pas le même sur les deux. On a un rond de soleil cramé beaucoup plus grand sur la PSC que sur le full frame. Enfin, c'est pas la dynamique, hein, qui a vraiment joué sur ça, c'est l'exposition. On voit qu'ici, j'ai les mêmes paramètres d'exposition, quasiment 1/160e de seconde f22 pour les deux, sauf que je suis à ISO 160 sur le Fuji, et donc du coup, j'aurais dû avoir une vitesse beaucoup plus rapide. Donc en fait, j'ai laissé rentrer plus de lumière sur le Fuji que sur le Sony, ce qui explique cette différence de rond cramé au milieu. Donc c'est pour ça que les soleils sont comme ça. C'est ma faute, c'est moi qui aurais dû faire une correction d'exposition plus importante. D'ailleurs, j'avais fait -1, on voit que ça n'a pas suffi. J'aurais probablement dû faire -2 ou faire un bracketing. Alors que peut-être que sur le Sony, ben voilà, sur cette photo-là, en tout cas, ça a été mieux géré. On voit par contre au niveau du reflet dans l'eau que les zones de cramé sont globalement identiques sur les 2 appareils photo, que ça n'a pas changé grand-chose. Voilà, au niveau de l'autofocus, je réfléchis si j'ai d'autres choses à vous montrer. Je pense qu'on va s'arrêter là pour garder la vidéo correcte. Je vais vous mettre quelques images. Donc ici, je vais faire des exports. Alors, pensez bien que ce n'est pas des exports de JPG sortis de boîtier, c'est des exports ici de ce que je viens de vous montrer. Je ne sais pas ce que je vais mettre. Enfin bref, je vais probablement mettre un fichier zip avec je ne sais pas quoi. Mais quelques images, notamment de la montée en ISO par exemple, des 2 montées en ISO que j'ai fait, un sur la peinture, un avec mon père. Et je vais probablement vous mettre d'autres photos qui vont vous permettre de juger du piqué et de comparer les bokehs, de comparer des choses comme ça. Alors évidemment sur du JPG, vous ne pourrez pas comparer la dynamique. Mais pour le reste, ça va vous permettre aussi de voir au niveau du feuillage, de voir si le Fuji se comporte suffisamment correctement pour vous ou non. Mais ça va vous permettre en tout cas de vous faire votre propre impression et de regarder à la maison si oui ou non, ça vous paraît comparable ou pas et si la différence est importante ou non. Nous voilà au bout de cette première partie du comparatif. Alors j'espère que vous n'êtes pas frustrés parce qu'effectivement dans cette version courte on n'a pas vu un tiers des images que j'avais préparées, mais globalement si on avait vu tout ça nous aurait pris 1 heure et on aurait conclu exactement la même chose. Alors évidemment comme vous ne l'avez pas vu vous devez me faire confiance. C'est
pourquoi je vous mets un petit fichier zip pour que vous puissiez regarder par vous-même. Mais enfin, globalement, on a vu tout en vidéo et vous l'avez en 4K normalement, donc j'espère que ça passe bien en vidéo. Pour le reste, je vous retrouve dans la partie 2 dans laquelle on va parler plus globalement XT3 vs Sony A7 III Full Frame vs APS-C. J'espère que ce comparatif vous a intéressé, que ça vous a aidé finalement à mettre subjectivement, est-ce que la différence est importante ou non entre les deux boîtiers? C'est évidemment vous qui allez répondre à cette question-là. Ça dépend où vous placez la barre. J'espère qu'en tout cas que ce comparatif vous a donné des billes pour placer la barre. Comme d'habitude, lâchez-moi les pouces levés vers le haut. J'ai mis 5 jours de photos à préparer ce comparatif. Je pense que ça n'existe pas, quasiment pas, je pense même, sur la planète. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Dites-le moi en commentaire et moi je vous retrouve bientôt donc, dans cette partie 2.